She was the villain. She was the third person in the marriage. She needed to rehabilitate her image. You and your brother both directly asked your dad not to marry Camilla. Yes. Le moment où j'ai posé le pied à nouveau sur le sol britannique ne m'a pas donné l'impression de rentrer chez moi, mais plutôt d'ouvrir une porte dont je savais qu'elle dissimulait quelque chose de pourri. Mon atterrissage à Heathrow à 6h47 passait inaperçu de la presse et dépouillé des apparats protocolaires qui me suivaient autrefois comme une évidence a été le point de départ d'une onde de choc au sein d'un système qui préfère de loin le silence. En descendant de l'avion, je n'éprouvais ni sentiment ni nostalgie, seulement la détermination de quelqu'un qui sait que la vérité n'émerge jamais d'elle-même, mais qu'il faut la faire remonter à la surface même si cela signifie que les vieilles structures commencent à s'effriter. L'air au-dessus de l'aéroport était frais, les terminaux vides, et pourtant une tension palpable régnait. Je n'avais ni bagage de luxe ni escorte en uniforme, seulement un sac contenant la vérité trop longtemps dissimulée sous des couches de politesse, de tradition et d'autoprotection institutionnelle. C'était étrange de réaliser que je ne revenais pas en fils de la monarchie, mais en homme contraint de confronter sa propre famille à des faits qu'elle préférait ignorer. Le personnel de l'aéroport n'a guère sourcillé, mais la sécurité, elle savait ce qu'il en était. Il ne considérait pas mon retour comme une simple visite de routine, mais comme une opération dont ils n'étaient pas censés connaître le but, même s'ils en pressentaient la gravité. Mon choix d'un vol commercial dissimulé sous un simple manteau et une casquette baissée n'avait rien d'un acte de rébellion. C'était une manœuvre indispensable pour rester discret au palais jusqu'à mon arrivée à destination. Je savais que sinon chacun de mes gestes serait immédiatement interprété par Buckingham. Et c'était précisément ce que je devais éviter. La situation exigeait silence et précision. En parcourant les couloirs, je sentais le poids des années passées me hanter le fossé entre le devoir et la vérité, entre les liens familiaux et les apparences, entre ce qui se disait et ce qui ne devait jamais se dire. À la sortie, mon service de sécurité de Montecito m'attendait parfaitement intégré à l'équipe britannique mobilisée en urgence. Même les plus habitués aux tensions diplomatiques sentaient que cette fois c'était différent. Il ne s'agissait pas de sécurité mais de ce que je transportais. Dans la voiture qui me conduisait à Windsor, j'observais Londres s'éveiller sous un pâle soleil matinal et je songeais à l'ironie de me sentir plus en sécurité parmi des inconnus qu'auprès de ma propre famille. Quand j'ai appris que le palais était déjà en émoi 30 minutes après l'atterrissage, j'ai su que mon intuition était juste. Il ne s'agissait pas de moi, mais de ce que ma présence symbolisait. Un réflexe institutionnel s'est immédiatement déclenché, comme si mon retour menaçait quelque chose de bien plus fragile que n'importe quel lien familial. En roulant vers Windsor, je n'éprouvais aucun sentiment de triomphe. Seulement la prise de conscience grandissante que je ne pouvais plus laisser perdurer le silence entourant les derniers jours de la reine. Les souvenirs de cette conversation avec Camilla dans les jours qui ont suivi la mort de ma grand-mère m'avaient tenté pendant des années. Non pas parce qu'ils étaient mystérieux, mais parce qu'ils ne correspondaient tout simplement pas à ce que le public avait entendu. Je savais que mon père avait été paralysé par la peur à Clarence House à l'instant où on lui avait annoncé ma présence dans le pays. Non pas qu'il craignît ma présence, mais parce qu'un instinct ancien et profondément ancré en lui s'exerçait, tout ce qui menace la monarchie doit être neutralisé immédiatement. Et parfois même, la vérité est perçue comme une menace. Combien de fois l'avais-je constaté ? Combien de fois avais-je senti que l'honnêteté et la transparence n'étaient jamais des valeurs allant de soi au sein de ce système, mais des risques qu'il fallait contenir avec précaution. Tandis que ma voiture glissait dans la brume matinale, les vitres se transformèrent en miroirs et je me vis non pas comme un prince, mais comme quelqu'un qui enfin traçait une ligne. Le trajet jusqu'à Windsor dura à peine 1 heure, mais il me sembla marquer une transition entre deux mondes, le passé, où je gardais le silence, et le présent, où je refusais de l'être plus longtemps. En chemin, je me demandais comment une institution maintenue pendant des siècles par le secret et le symbolisme réagirait à une chose aussi humaine que la vérité. Et plus important encore peut-être, comment réagiraient ceux qui travaillent au sein de cette institution si l'un d'entre eux était prêt à briser le silence. Je n'éprouvais pas de peur, mais plutôt une lucidité inattendue. Parfois, c'est la menace même d'un système ancien qui vous oblige enfin à être vous-même. Et c'est précisément ce que j'ai fait, non par ressentiment, mais par responsabilité. Alors que le château de Windsor se profilait à l'horizon, entouré de ces imposantes murailles qu'il avait toujours protégées du monde extérieur, je me demandais si le moment était venu. Mais la véritable question était ailleurs. Qui serais-je si je n'agissais pas maintenant ? Je savais que le palais souhaitait que cette visite reste discrète, que chaque geste soit mené avec la plus grande discrétion. Pourtant, je sentais que mon arrivée avait déjà provoqué un écho qu'il était désormais impossible d'étouffer. Ni par moi, ni par eux, ni par aucune tradition. La vérité avait son propre rythme, et j'étais enfin prête à la suivre, aussi difficile que fut le chemin à parcourir. Lorsque la nouvelle de mon arrivée parvint à Windsor, je sentis le silence s'installer plus profondément dans le palais.
Un silence non pas paisible mais chargé d'une tension palpable, comme si chaque respiration était retenue par ceux qui pressentaient l'inévitable. À l'intérieur des murs du palais, l'information circule toujours plus vite que par les voies officielles. Un écosystème interne de chuchotements, de regards et de pas précipités détecte avec précision le moindre décalage. Et mon arrivée était un décalage total. À mesure que j'approchais de Windsor, une tension presque palpable monta. C'était comme si le bâtiment lui-même, avec ses siècles de routine, de secrets et de protocoles, se retenait de bouger. Je savais que j'avais déclenché une réaction en chaîne dont personne ne pouvait prédire l'issue. En une demi-heure, tous ceux qui avaient accès au système 7 de communication interne savaient que j'étais seul, que je n'avais rien prévu et que je n'avais rien annoncé. Dans le monde de la famille royale, il ne s'agissait pas d'une simple anomalie, mais d'une manœuvre stratégique. Du moins, c'est ainsi qu'elle fut interprétée. Alors que j'étais encore en voiture, les premières discussions commencèrent à fuser au sein du palais. Pourquoi étais-je là? Pourquoi en silence? Et surtout, pourquoi sans autorisation ni consultation? Ceux qui avaient l'habitude de planifier le moindre geste de la famille à la minute près se retrouvaient confrontés à une situation qui les dépassait. Une personne de leur propre entourage qui s'était délibérément tenue à l'écart jusqu'au moment où la surprise serait totale. Le silence qui suivit n'était pas une tentative d'apaisement, mais une tentative de compréhension. Et cela ne fit qu'attiser les tensions. Je savais que mon père apprendrait la nouvelle avant même que quiconque ne me voie. Son personnel est d'une efficacité redoutable et inflexible à cet égard. Mais j'imaginais parfaitement ce qui s'est passé lorsque Sir Clive lui a annoncé mon arrivée impromptue à Windsor, un bref silence, un souffle coupé. Et ce regard que je connais si bien, ce mélange de déception, d'impuissance et de crainte des conséquences. C'est étrange comme on peut prédire les réactions de quelqu'un même après une longue période de distance. Le silence qui régnait dans son bureau devait être pesant, non pas le silence des préparatifs du matin, mais le silence d'un père qui sait que son fils ne reviendra pas avec des histoires ou des excuses, mais avec une vérité qu'il préférerait ignorer. Une vérité absente des archives officielles et qui ne correspondait pas à l'image soigneusement construite et présentée au public. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que le silence au sein de la monarchie n'est jamais neutre. Le silence est un outil, un moyen de gagner du temps, de dissimuler ses émotions, de masquer ses erreurs. Dans ce silence, toute une machine peut s'activer, épluchant des documents, réorganisant les agendas, mettant des gens en attente. J'ai moi-même utilisé ce silence pendant des années, parfois par nécessité, parfois parce que je n'avais pas la parole. Mais maintenant, c'était différent. Ce silence n'était pas le mien. Ce silence était pour moi. Tous attendaient de mon prochain geste comme si ma présence était la première goutte d'eau dans l'océan, une tempête qu'ils sentaient venir sans oser encore la nommer. Pendant ce temps, mes pensées oscillaient entre le souvenir de ma conversation avec Camilla et la question de savoir comment mes actions seraient perçues. Non pas comme une réaction humaine, celle d'un fils aux prises avec le doute et la vérité, mais comme une analyse de risque écrite au sein d'une institution séculaire. Je me demandais si le palais comprenait que mon retour n'était pas une attaque, mais une tentative de faire preuve d'honnêteté. Pourtant, je savais que dans leur monde, l'honnêteté est toujours accueillie avec suspicion. Car la vérité n'est utile que tant qu'elle sert ses intérêts. Dès qu'elle cesse de servir, elle est perçue comme une menace pour l'ordre établi. Alors que la voiture approchait des grilles de Windsor, je compris que le silence n'était pas seulement de la peur. C'était aussi une forme d'acquiescement. Ils savaient que j'avais quelque chose avec moi. Ils savaient que ma visite n'était pas improvisée. Je sentais cette tension palpable comme si elle émanait des murs eux-mêmes. Chaque fenêtre, chaque couloir, chaque poste de sécurité savait que ma présence avait provoqué un changement. Peut-être ne se rendait-il pas compte de sa profondeur, mais il pressentait qu'il était irréversible. Ce qui m'a le plus perturbé, c'est l'idée que mon arrivée soit perçue comme une menace. Non pas parce que j'allais faire quelque chose, mais parce que je savais quelque chose. Qu'est-ce que cela révèle des structures qui m'ont entouré toutes ces années ? Qu'est-ce que cela dit d'une famille qui prône si souvent la sécurité, mais qui la privilégie à l'honnêteté ? Lorsque la voiture s'est arrêtée et que je suis sorti, j'ai senti ces questions s'enraciner en moi. Je savais que je devais rompre le silence précisément parce qu'elle ne le ferait jamais. Ce matin-là, dans l'air raréfié de Windsor, j'ai de nouveau ressenti que la vérité n'est pas la bienvenue dans les palais. Elle heurte, elle s'immisce, elle expose, mais elle est nécessaire. Et peut-être pensais-je, en me dirigeant vers l'entrée, était-il enfin temps que quelqu'un brise le silence qui avait trop longtemps servi de bouclier? Car combien de temps peut-on se taire avant que le silence lui-même ne devienne mensonge? En entrant dans le salon, j'ai eu l'impression que le temple s'était contracté en un fil ténu, me laissant en équilibre au centre. Un silence artificiel savamment orchestré régnait comme dans une galerie de musée où rien ne peut être touché, pas même la vérité. Mon père se tenait près de la fenêtre, le dos légèrement tendu comme s'il voyait l'orage approcher sans vouloir l'admettre. Je savais qu'il percevrait ma présence comme une menace plutôt que comme une invitation au dialogue, mais je n'avais pas le choix. J'avais trop longtemps cherché à ne rien déranger.
J'étais trop longtemps restée silencieuse, espérant que le temps arrangerait les choses dans une histoire déformée depuis le début. Mais cet instant était révolu. La confrontation que nous avions évitée pendant des années était désormais inévitable. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le peu de mots nécessaires pour rendre palpable la distance qui nous séparait. Ni salutation, ni question anodine, ni tentative d'apaiser les tensions. C'était comme si nous pressentions tous deux que cette conversation n'était pas entre un père et son fils, mais entre la vérité et la tradition, et que les deux étaient difficilement compatibles. Mon cœur battait la chamade non pas peur, mais avec la lucidité de celui qui sait que le moment décisif est arrivé. J'ai expliqué les raisons de mon retour simplement et directement, sans détour ni diplomatie. La réaction fut exactement celle que j'attendais, d'abord de la confusion, puis un réflexe défensif, puis une tentative de reprendre le contrôle. Pourtant, j'ai aperçu sur son visage quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, une lueur de peur, non pas pour moi, mais pour les conséquences de ce que je portais. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris l'ampleur du fossé qui s'était creusé. Il n'avait pas peur que je fasse une erreur. Il avait peur que je fasse quelque chose de bien. Cette prise de conscience persista comme une main froide sur mon épaule tandis que je poursuivais mon discours. J'ai expliqué comment les derniers jours de la reine présentés au monde entier comme dignes, ordonnés et majestueux s'étaient en réalité déroulés tout autrement. Comment des informations avaient été divulguées prématurément à certains et délibérément cachées à d'autres. Comment une conversation qui n'aurait jamais dû avoir lieu entre Camilla et moi le 9 septembre 2022 me hantait encore des années plus tard. Tandis que je parlais, j'ai vu son regard s'assombrir. Non pas parce qu'il n'y croyait pas, mais parce qu'il y croyait. Cette différence était cruciale. En posant l'enregistreur sur la table, j'ai senti la température de la pièce chuter. Un petit appareil et pourtant assez puissant pour faire basculer l'histoire. Je savais ce qu'il contenait, je l'avais écouté en boucle jusqu'à ce que les mots soient gravés dans ma mémoire. Les mots d'une femme qui avait agi en silence, persuadée que personne ne pourrait jamais la contredire. La preuve que tous n'avaient pas eu le même accès aux informations concernant les dernières heures d'hiver de la reine. La preuve que chaque déclaration officielle, chaque cortège funèbre, chaque discours public sonnait différemment. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas le choc sur son visage, mais la lassitude qui a suivi. Comme s'il comprenait soudain la fragilité des fondements de l'institution qu'il dirigeait. Comme si pour la première fois depuis longtemps, il ne savait plus comment réagir. Le roi ne pouvait pas balayer cela d'un revers de main en le qualifiant de conflit familial. Il ne pouvait pas le réduire à un simple malentendu. C'était une faille structurelle, une fissure dans la couronne même. Et il le savait. Je n'éprouvais aucune victoire, seulement une étrange tristesse. Non pas à cause du mensonge lui-même, mais parce que c'était à moi de le révéler. Au moment où mon père détourna le regard et se dirigea vers la fenêtre, je compris combien cette vérité pesait sur lui. Il se tenait là non pas comme un monarque, mais comme un homme confronté à un choix qu'il n'aurait jamais dû avoir à faire choisir entre la famille et la vérité, entre la tradition et l'intégrité, entre le silence et la justice. Quand le silence revint, un silence différent, plus profond, plus lourd, je me demandais comment on en était arrivé là. Comment une institution qui se prétend fondée sur le devoir et l'honneur pouvait devenir si dépendante du secret? Combien de sacrifices avaient été consentis dans l'ombre? Combien de discussions s'étaient tenues à huis clos, non pour réparer les dégâts, mais pour les dissimuler? Ces questions me hantaient tandis que mon père se tournait vers moi, le regard mêlé de perplexité et de responsabilité. Quand il a enfin pris l'enregistreur, j'ai vu ses mains trembler imperceptiblement, mais suffisamment pour comprendre qu'il ne s'agissait pas de réputation ni de pouvoir, mais de quelque chose de plus fondamental, l'honnêteté. Et pour la première fois, j'ai pensé à une question que je n'avais jamais osé me poser: jusqu'où une famille est-elle prête à aller pour protéger une institution? Et jusqu'où une institution est-elle prête à aller pour se protéger de la vérité? La réunion s'est terminée brutalement, sans conclusion, sans réconciliation. Seulement la certitude que plus rien ne serait jamais comme avant. En quittant la pièce, je savais que le premier domino était tombé. Pas bruyamment, mais indéniablement. Et désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les heures qui suivirent notre confrontation me donnèrent l'impression de parcourir une maison que je connaissais depuis toujours, mais où chaque pièce recelait soudain un secret que je comprenais seulement maintenant. Tandis que mon père se retirait pour écouter les preuves, un sentiment difficile à décrire m'envahit, ni triomphe, ni soulagement, mais une résolution tranquille qui s'installa au plus profond de moi. Je savais que l'enregistrement faisait plus que répéter des mots. Il révélait un schéma qui existait depuis bien plus longtemps que je n'avais osé l'admettre, un schéma où l'information n'était jamais partagée équitablement, où le pouvoir s'exerçait par des murmures et où la loyauté était confondue avec un silence obéissant. Et c'est précisément pour cette raison que cette révélation concernant Camilla dépassait de loin le simple contenu de l'enregistrement. Il ne s'agissait pas d'un instant précis, mais d'un système mis au jour par cet instant. Lorsque mon père referma la porte derrière lui et que Sir Clive l'accompagna dans ses appartements privés, je sentis que pour la première fois depuis des années, le palais était désemparé.
L'enregistrement où Camilla reconnaissait avoir été informée de l'état de santé de la reine quelques heures avant l'annonce officielle brisa le récit soigneusement construit ces dernières années. La monarchie prospère grâce au rythme, au protocole, à l'idée que tout se déroule dans l'ordre. Mais cet ordre avait été rompu. Et tandis que tout semblait parfaitement orchestré en public, j'avais personnellement constaté à quel point l'information était diffusée de manière sélective et contrôlée. Le moment où j'ai compris que cette vérité ne concernait pas seulement Camilla, mais les fondements même de la succession, a été plus douloureux que je ne l'avais imaginé. Que signifie le fait que la personne la plus proche du roi agisse avant même que l'institution ne le permette ? Que signifie le fait que les premières heures suivant la mort d'un monarque, heures cruciales pour la transition, la stabilité et la confiance, soient utilisées pour constituer des dossiers, exercer une influence et façonner le récit ? C'était comme lever le voile sur la réalité depuis des années. Et ce que j'ai vu, ce n'était pas de la malveillance, mais une ambition devenue dangereuse. Le souvenir de ma conversation avec Camilla ce matin-là, après la mort de la reine, me revint avec une grande netteté. Son ton calme, son explication raisonnée, sa justification presque détachée des décisions qu'elle avait prises. J'avais déjà ressenti un certain malaise à ce moment-là, mais maintenant, des années plus tard, et avec une perspective plus éclairée, je comprenais à quel point ces mots étaient lourds de sens. Elle ne parlait pas sous l'effet du chagrin ou de l'inquiétude, mais par précaution, comme si la perte était un moment à exploiter au mieux. J'avais alors détourné le regard par politesse. À présent, je ne pouvais plus détourner les yeux. Dans les heures qui suivirent, une tension presque palpable s'installa entre les murs du palais. Je l'apercevais dans la précipitation du personnel, dans la rapidité avec laquelle les portes se fermaient, dans la façon dont on évitait les regards comme si l'on craignait d'en savoir trop. Il n'existe aucun autre édifice au monde où le silence soit aussi éloquent qu'au château de Windsor. Et ce jour-là, le silence était assourdissant. J'eus le sentiment que la vérité que j'avais révélée n'était plus seulement la mienne. Elle pesait désormais sur les épaules de tout le système. Mon père est revenu après une longue absence. Son visage était impassible, presque pâle. L'enregistrement l'avait non seulement affecté, mais l'avait aussi confronté à un dilemme qu'aucun monarque, aucun père ne souhaiterait jamais affronter. Comment protéger à la fois une famille et une institution lorsque les deux se menacent mutuellement ? Tandis qu'il se tenait devant moi, je voyais bien qu'il était aux prises non seulement avec les propos de Camilla, mais aussi avec le fait que je les avais enregistrés. Non pas pour lui nuire, mais pour me protéger de la réécriture de l'histoire qui se produit si souvent entre ces murs. Ce qui m'a le plus frappé, c'est sa question, non formulée mais perceptible dans son attitude. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» La réponse était simple et pourtant difficile parce que personne ne m'aurait écouté, parce que toute tentative d'honnêteté au sein des structures de la monarchie est pesée, filtrée et souvent neutralisée avant même d'être révélée au grand jour, et parce que j'avais appris depuis des années que la vérité n'a de valeur que lorsqu'elle correspond aux discours officiels. Cette fois-ci, elle n'y correspondait pas, alors j'ai dû l'assumer seul. La révélation concernant Camilla n'était pas une attaque, mais un miroir. Un miroir qui montrait comment certaines positions au sein de la famille royale conféraient une influence non officielle mais tacitement admise. Comment elle avait accédé à une voie de communication qui aurait dû être réservée aux personnes directement impliquées. Et comment, durant ces heures supplémentaires, elle avait fait des choix qui n'avaient jamais été consignés dans le rapport officiel. Je me suis demandé comment on avait pu en arriver là, la mort de la reine, un événement qui aurait dû être vécu dans la dignité et l'unité, a été entouré de considérations stratégiques. Combien de décisions ont été prises ce jour-là sans que personne n'ait à rendre de compte que révèle l'état d'une institution lorsque la première réaction à une transition de pouvoir n'est pas la transparence mais la tactique. Quand mon père a finalement admis qu'une enquête était nécessaire, j'ai eu le sentiment pour la première fois que nous n'étions plus en désaccord. Il avait compris qu'il ne s'agissait pas d'un combat personnel, mais d'un problème structurel. Un problème qu'il fallait enfin régler. Et cette prise de conscience m'a procuré une paix inespérée. Non pas parce que ce serait facile, mais parce que cela allait enfin commencer. Plus tard, assise seule dans la bibliothèque donnant sur les paisibles jardins de Windsor, je me suis demandé si la vérité était jamais pleinement acceptée entre des murs conçus pour la contenir. Et surtout, combien de fois un système doit-il être confronté avant d'oser changer ? Ce jour-là avait révélé une vérité irrévocable. Et peut-être aussi douloureux que cela puisse paraître, était-ce précisément ce qu'il fallait. Car parfois, une fondation doit se fissurer avant de pouvoir être réparée. La soirée de la réunion de famille planait comme une ombre sur Windsor, avant même que nous ne nous asseyions à table. En traversant les couloirs vers le salon vert, j'entendais mes pas résonner sur le sol de marbre, comme si le palais voulait me rappeler que chaque pas que je faisais m'engageait dans une direction irréversible. Ce n'était pas une réunion de famille, ni une tentative de réconciliation, mais un moment où la vérité et la tradition allaient enfin se rencontrer et s'entrechoquer. L'atmosphère était pesante lorsque j'entrais. Mon père était assis le dos voûté dans un fauteuil qui paraissait disproportionné par rapport à la petitesse qu'il ressentait. William fixait droit devant lui, le visage tendu mais déterminé.
Catherine était assise à côté de lui, silencieuse mais attentive, comme si elle observait le moindre détail. Et Camilla, elle était assise droite, le dos si raide que cela semblait presque anormal. Je sentais que chaque personne présente dans cette pièce avait ses propres motivations, ses propres craintes, sa propre volonté de se battre pour ce qu'elle pensait encore pouvoir sauver. À cet instant, j'ai compris que la vérité ne se résume pas à dire des choses, elle imprègne l'espace. Elle a un poids que chacun ressent instinctivement avant même d'avoir prononcé un mot. Et dans le salon vert, ce poids était palpable. J'ai commencé à parler non pour accuser mais pour nommer, pour articuler la réalité trop longtemps étouffée. Je leur ai raconté ce que j'avais entendu, ce que j'avais enregistré et pourquoi on ne pouvait plus l'ignorer. Tandis que je parlais, William me fixait intensément, non pas avec hostilité, mais avec un mélange d'incrédulité et une douleur qu'il se refusait à montrer. Il avait toujours tenté de porter le fardeau de la monarchie avec dignité, même lorsque ce fardeau était absurde ou inhumain. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'un devoir public ni même d'un devoir royal. Il s'agissait du cœur même de notre famille mise à nu et tremblant. Mes paroles résonnaient comme un poids dans l'air lorsque je posais l'enregistreur sur la table. Je n'eus même pas besoin de l'allumer. Il savait exactement ce qu'il disait. Mon père le regarda comme un objet capable de le sauver comme de le perdre. Camilla, quant à elle, détourna le regard, la mâchoire serrée, les mains crispées sur les accoudoirs. Je reconnus dans son regard la même stratégie que je connaissais depuis des années, le déni par le silence, la domination par le silence. Mais cette fois, cela ne fonctionna pas. Car le silence n'est une arme que tant que personne n'ose la briser. Et ce temps-là était révolu. William prit la parole le premier d'une voix calme mais incisive. Il demanda comment cela avait pu se produire, comment un membre de la famille avait pu être informé avant l'héritier direct. Il ne chercha pas de détails, mais des principes. Et cela me frappa, car lui formé toute sa vie au devoir et au protocole comprenait qu'il ne s'agissait ni de jalousie ni de lutte de pouvoir, mais d'une confiance profondément brisée. Catherine écoutait en silence, mais son regard était encore plus sévère que celui de William. Elle avait toujours eu une vision d'ensemble, elle voyait au-delà des apparences, au-delà des émotions. Et elle aussi savait que ce n'était pas une simple erreur interne. C'était une violation, une atteinte à l'honneur que la monarchie prétendait défendre. Camilla justifia ses actes par une phrase qui me bouleversa profondément. Elle avait agi ainsi parce que d'autres avaient hésité, comme si l'institution présentait un vide qu'elle aurait dû combler, comme si elle s'était arrogé le droit de manipuler l'ordre de succession à sa guise. Mais dans ces mots, je n'entendis pas un sens du devoir, mais un sentiment d'appropriation. Une forme dangereuse d'appropriation, celle que la monarchie s'efforce toujours d'éviter en formalisant tout à la dernière minute. Mon père réagit avec un retard douloureux seulement lorsque la tension dans la pièce devint insoutenable. Il déclara qu'il fallait enquêter, que nous devions trouver en famille une solution interne. Mais même dans cette déclaration, je perçus sa peur. Non pas celle de perdre l'institution, mais celle de reconnaître qu'elle avait depuis longtemps cessé de fonctionner comme il le croyait. Au fil de la conversation, j'observais chacun à cette table se réfugier derrière sa propre définition de la loyauté. Pour William, la loyauté rimait avec honnêteté, même quand elle blessait. Pour mon père, c'était la protection silencieuse d'une cause supposément plus grande que lui. Pour Camilla, la loyauté semblait une chose qu'on pouvait modeler à son avantage pourvu que les apparences soient bonnes. Et moi, je compris que la loyauté ne pouvait plus se résumer au silence. Car le silence avait causé trop de dégâts non seulement à nous, mais aussi à l'histoire que nous étions censés préserver. La réunion ne s'est pas conclue par une solution mais par une décision. Nous nous reverrions le lendemain, carte sur table. Cette décision m'a procuré à la fois un soulagement et une menace. Car rien n'est plus dangereux qu'une vérité qu'il faut enfin reconnaître pour ceux qui ont tout fait pour la dissimuler. Ce soir-là, je suis rentré dans ma chambre avec une étrange lucidité. Ce n'était pas tant la confrontation elle-même qui m'avait marqué, mais son inévitabilité. Combien de temps une famille est bâtie sur des rituels et le silence peut-elle survivre sans jamais se regarder en face ? Et sur quoi repose ce fondement lorsque la première fissure apparaît enfin ? Ce soir-là, j'ai compris que c'était plus qu'une crise. C'était une véritable faille. Une faille qui non seulement nous divisait, mais nous façonnait aussi. Et à partir de cet instant, j'ai su une chose avec certitude, quoi qu'il arrive dans les heures qui suivirent, plus rien ne serait comme avant. Le lendemain matin, un calme étrange régnait sur Windsor, un silence non plus défensif comme auparavant, mais presque résigné. Comme si le palais lui-même comprenait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'avais passé la nuit presque sans dormir. Non pas par crainte des conséquences, mais parce que j'avais enfin compris la profondeur de tout cela bien plus profonde qu'une simple querelle ou un conflit personnel. Il ne s'agissait plus d'une opposition entre eux et moi. Il s'agissait d'un système qui avait assimilé le silence à la protection et où la vérité n'était tolérée que tant qu'elle ne causait aucun tort. Et nous allions maintenant nous attaquer à ce fondement même. En traversant les couloirs menant à la bibliothèque, je ne ressentais plus le poids de la peur mais celui de la responsabilité.
Ma famille était déjà assise à mon arrivée. Mon père en bout de table, le visage pâle mais déterminé. William et Catherine étaient assis côte à côte, visiblement aux aguets. Camilla, un peu plus loin, les mains jointes, sur les genoux, fixait la cheminée comme si elle lui offrait plus de protection que les personnes qui l'entouraient. Le silence régnait, mais différent de celui d'avant, ce n'était plus le silence de la dissimulation, mais celui de l'inéluctable. Mon père prit la parole le premier. Il ne s'exprima pas en roi, mais comme quelqu'un qui prenait soudain conscience du conflit fréquent entre pouvoir et responsabilité. Il reconnut que cet aveu ne pouvait être balayé d'un revers de main. Il souligna qu'il s'agissait d'une intrusion dans le processus entourant la mort de la reine, un processus censé garantir l'équité et la transparence et non servir des fins opportunistes. Tandis qu'il parlait, je le vis se débattre avec chaque mot. Non pas par désaccord, mais parce que cela lui coûtait plus qu'il n'aurait jamais voulu l'admettre, reconnaître que l'institution qu'il protégeait n'était pas inviolable et que l'un de ses plus proches y avait contribué. Quand ce fut au tour de Camilla, la tension monta dans la salle. Ses paroles étaient moins acerbes que la veille, moins sur la défensive, mais elle conservait cette assurance qui la caractérisait. Elle expliqua avoir agi par sens du devoir car elle estimait qu'il était de sa responsabilité d'être prête. Elle affirma que son intention n'avait jamais été d'exclure qui que ce soit, mais d'accélérer le processus en cette période de crise. Pourtant, à l'écouter, on avait l'impression qu'elle ne comprenait pas pleinement que les intentions ne font pas tout. Ce sont les actes qui comptent. Et l'impact de ces actes demeure aussi noble soit-il. Le moment décisif survint lorsque William se leva. Sa voix ne tremblait pas, ses paroles étaient claires et directes. Il déclara que la monarchie ne pouvait plus fonctionner sur la base d'initiatives personnelles déguisées en loyauté. Il affirma que la transparence n'était pas une façade que l'on projette au monde extérieur, mais une valeur que l'on devait incarner au sein même de la famille. Il déclara que la confiance perdue ne pouvait être restaurée en l'effaçant. Et lorsqu'il se tut, chacun comprit qu'il ne s'agissait pas d'un élan émotionnel, mais d'un constat éclairé venant de quelqu'un qui autrefois avait côtoyé l'institution et en avait appris à la comprendre de l'intérieur. Mon intervention a suivi. J'ai expliqué que je n'avais jamais souhaité en arriver là, que pendant des années j'avais cherché à faire confiance à des structures qui m'avaient maintes fois prouvé qu'elles n'étaient pas faites pour favoriser l'honnêteté. J'ai dit que mon retour n'était pas une attaque, mais une tentative désespérée d'empêcher que le passé ne soit à nouveau enfoui. Car ce qui est enterré dans cette famille ne refait jamais surface à moins que quelqu'un n'ait le courage de le déterrer. Et c'est précisément ce que j'avais fait. Non pas par esprit de rébellion, mais parce que le silence était devenu plus important pour moi que la parole. Après des heures de discussion, de silence, de délibération et de conclusions presque tacites, la décision inévitable fut finalement prise. Une enquête interne serait menée sur les circonstances du décès de la reine. Ni publiquement, ni cérémonie, mais à huis clos, avec la stricte condition que cette fois la vérité ne soit pas censurée. Camilla se retirerait de ses fonctions publiques, temporairement, selon la version officielle, mais chacun savait que ce terme n'était qu'une façon polie de dire définitivement. Mon père resterait non pas pour se cacher derrière le protocole, mais pour tirer les leçons de cette crise. Alors que la réunion touchait à sa fin, j'ai remarqué que l'atmosphère ne s'était pas dissipée mais s'était allégée. C'était comme si chacun comprenait que l'honnêteté, aussi douloureuse fût-elle, était moins destructrice qu'un mensonge persistant. La faille qui était apparue si clairement la veille était toujours là, mais au moins un pont existait désormais pour la franchir. Un pont fragile et instable, certes, mais un pont. Ce soir-là, en regagnant ma chambre, je n'éprouvais ni victoire, ni soulagement, ni ressentiment. J'éprouvais quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, la paix. Non pas parce que la situation était résolue, mais parce qu'elle était acceptée. La vérité n'était enfin plus un fardeau que je portais seul, mais une réalité à laquelle chacun devait faire face. Et peut-être était-ce là le début de quelque chose de nouveau. Non pas de restauration, non pas de réconciliation, mais d'honnêteté. D'une monarchie contrainte de réévaluer ses propres fondements. D'une famille qui ne pouvait plus prétendre que le silence était la meilleure défense. Tandis que je regardais par la fenêtre le crépuscule naissant, je compris que ce moment, aussi difficile fût-il, avait engendré une rupture nécessaire. Car parfois, il faut briser quelque chose pour que la pourriture cesse. Parfois, il faut dire la vérité non pour détruire, mais pour préserver ce qui a encore de la valeur.